Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Julien Boinet. Je suis là pour vous parler un petit peu de sécurité en IRM et d'essayer d'universaliser le langage de l'IRM. Je vais déclarer les conflits d'intérêts un petit peu plus loin. Donc, comme je viens de vous le dire, je travaille à Bayeux, en Normandie. Je suis référent IRM et référent de la sécurité, de la politique de sécurité du service. Et donc, je suis fondateur de la petite société avec laquelle je forme des centres en France sur la gestion des risques et donc l'électromagnétoprotection. Bayeux, pour ceux qui connaissent pas, ça se situe en Normandie, avec une machine pour nous concernant 1,5 Tesla. On essaye de fabriquer, de créer les plus belles images possibles. Alors la qualité image est importante, on le sait bien pour nos radiologues, mais tout ça dans la plus grande sécurité pour nos patients évidemment, mais aussi nous personnels. Quel est l'état de la sécurité en IRM dans le monde et bien aussi en France, hein, il faut être honnête. On a plutôt l'impression qu'on sait où on veut aller, mais on n'utilise pas toujours les bons chemins, les bons moyens de communication. On a l'impression de stagner ou en tout cas de ne pas récupérer le retard. Pourquoi utiliser des règles identiques? Tout simplement pour être dans un principe d'égalité, c'est la base de tout. Si elle prévaut, tout devrait aller. Quelques situations où l'égalité prévaut, le sport, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on joue dans une grande ou une petite équipe, une grande compétition ou un tournoi de quartier, on est tous soumis à des règles, les mêmes de préférence, les règles du jeu. Le code de la route, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, quel que soit le véhicule utilisé, on a un permis de déplacement, on est soumis aux mêmes panneaux de signalisation, aux mêmes bornes de déclaration d'événements pour appeler les secours. Pourquoi en IRM alors les règles diffèrent-elles? C'est ce dont je me suis rendu compte un petit peu en faisant quelques recherches. Elles diffèrent d'un pays à l'autre, parfois d'un centre à l'autre dans un même pays, en France en particulier comme ailleurs, et parfois à l'intérieur d'un même centre, d'un collègue à un autre. Donc ça c'est quand même la chose la plus préoccupante selon moi. Pourquoi je sais tout ça? C'est parce que j'ai envoyé un même mail à toutes les associations d'IRM du monde, enfin, presque tout le monde, pour recueillir, et ils ont eu l'honnêteté de jouer le jeu pour certains, de recueillir. J'ai recueilli beaucoup de documentation que j'ai traduit et lu dans leur intégralité pour voir pourquoi les règles étaient différentes et pourquoi aussi les lois des pays ne sont pas les mêmes pour cet environnement de machine qui est pourtant très particulier. Je me suis aperçu en lisant tout ça qu'il faudrait donc universaliser le langage pour avoir des pratiques uniformes et un langage commun. Pourquoi parler un langage commun? Tout simplement pour avoir des règles communes, des pratiques uniformes, comprendre et se faire comprendre. Pour tout ça, il faut appeler un chat un chat. Si comme moi vous pensez que c'est un animal de compagnie, sachez que sur un moteur de recherche actuellement, là, si vous tapez chat, vous allez tomber sur le logiciel d'intelligence artificielle. Ça devient pour moi préoccupant. Si c'est pas le cas, et pour essayer de transmettre une idée ou une règle de sécurité, si on n'utilise pas la même terminologie, eh ben, il est impossible d'universaliser la pratique et les techniques. Quelques exemples franco-français, je ne sais pas de quelle équipe vous faites partie, si vous êtes plutôt de la team pain au chocolat ou chocolatine, mais pour une même viennoiserie, on a plusieurs terminologies. Dans les pays asiatiques, ils parlent de pain au croissant, je ne connaissais pas. Encore une fois, en France, hein, on parle de sac plastique ou de poche. Si on ramène ça à des exemples plus anatomiques qu'on connaît ou qu'on a appris à l'école en fonction de l'âge qu'on a dans la salle, on va parler de patella ou de rotule. Dans le carpe, on va parler d'amatome ou d'os crochu. Si on ramène ça plus spécifiquement encore, on filtre encore un peu plus à l'IRM. Pour une même séquence 3D-T2 sur les CAI par exemple, on va avoir, en fonction du constructeur, les mots de Fiesta, Cube, 6 qui vont apparaître. Ou pour le codage du plan de Fourier, pour s'affranchir des mouvements et avoir le plus de contraste possible dans la transformée, on va parler encore une fois de propeller, de blade, de radial. On a quelques difficultés, notamment quand on change de constructeur. Et pourtant, qu'on soit n'importe où dans le monde, aux États-Unis, en Inde, en Espagne, en France, on pourrait appliquer ce schéma à tous les pays du monde, évidemment. On est soumis aux mêmes règles de sécurité et pourtant pas au même langage. Il faudrait essayer d'associer les deux. Pourquoi ces règles sont différentes? Tout simplement, on le sait parce que malheureusement, il existe toujours des accidents dramatiques tous les ans. Le dernier mortel, il y a à peine 2 mois, hein, c'était le 17 juillet 2025 aux États-Unis. Donc pour s'affranchir de ces images, il faudrait changer un peu nos pratiques. La thématique du congrès de cette année était les images d'une vie. Celles que je viens de vous présenter, j'espère surtout qu'elles feront partie jamais de notre vie, quel que soit le service ou le centre dans lequel on travaille. Donc pour essayer de parler le même langage, c'est le titre de la communication, j'ai créé des petits passeports, il n'y a rien de plus international qu'un passeport quand on veut voyager, qui vont regrouper les différents éléments. Ça a fait l'objet d'une publication internationale suite à ma présentation à l'ECR de cette année.
Dans ces petits passeports, alors il est en anglais le poster, mais sur la publication, évidemment, je l'ai faite en français. On va retrouver dans ce passeport, de façon un petit peu ludique, la source de danger, les risques associés à cette source, les moyens de prévention qu'on doit appliquer au quotidien et les indispensables à connaître. C'est un petit peu les, euh, les particularités, un petit peu comme on peut connaître sur les passeports. Donc très brièvement, on va voir les 5 sources de danger. Le champ statique B0, toujours actif, que vous connaissez, jamais éteint, même quand il n'y a pas de bruit. Ça, c'est une notion à faire retransmettre. Responsable de l'effet missile, si on rentre dans la salle avec du dispositif qui est non étiqueté MR, évidemment. Donc pour s'en affranchir, on devra avoir des consommables et du matériel étiquetés avec le petit logo en bas à droite. Et on va devoir zoner et restreindre notre service, en tout cas dans son accès. Pourquoi pas avec toute une gamme de posters ou d'affichages dans la salle, dans les cabines, dans la salle d'attente. Moi, je les envoie même par mail aux patients. Enfin, je les fais envoyer par la secrétaire en tout cas, pour un petit peu savoir qu'ils sont dans un environnement auquel ils n'ont jamais été exposés. Deuxième source de danger, la cryogénie, c'est la science du froid extrême, c'est ce qui refroidit votre aimant. Et pour garder le principe de supraconductivité, s'il y a des défauts d'installation ou d'entretien de cette cheminée, on va avoir des risques d'asphyxie, de brûlure, voire d'explosion s'il y a des bouchons qui sont concernés. En bas à droite, une petite procédure de quench, ça coûte rien de la laisser à proximité du bouton pour savoir comment réagir en cas d'urgence, quoi faire sur l'instant T, mais aussi après. Un petit schéma d'une cheminée de quench qui est parfois propre au constructeur. Troisième source de danger, la radiofréquence qui va nous permettre d'exciter les protons ou les molécules d'eau. Attention, il va y avoir des cas gravissimes, d'échauffement qui peuvent aller jusqu'à la brûlure du patient, 4e degré. Nous, on a en tant que manip des outils de quantification disponibles sur toutes les machines, tout constructeur confondu, avec des identifications que je vous ai mis ici. Un positionnement rigoureux de notre patient en évitant les boucles de conduction nous permettront de s'affranchir de ces échauffements. Il y a des dispositifs qui sont fournis par tous les constructeurs, les petits coussins, les pads. Je vous présente celui-ci sans lien d'intérêt, sans conflit d'intérêt ou autre. C'est une société qui vient de développer ça. C'est accrédité par tous les constructeurs, validé, MRSafe évidemment, étiqueté CE, par cette société. Et en fait, c'est un coussin que vous disposez sous le matelas de la table. Comme ça, il n'y a pas besoin de le mettre en place à chaque fois. Il est mis pour la journée entière. Et à l'introduction du patient dans le tunnel, quelle que soit sa corpulence, le matelas va venir épouser la forme du tunnel, donc éviter tous les contacts de la peau avec le bord. Quatrième source de danger, les gradients qui vont nous permettre de traiter, capter, localiser le signal réémis par le patient. Ils vont aussi être à l'origine du bruit et des stimulations nerveuses périphériques que peut ressentir le patient. Des moyens de prévention tellement évidents que certains les oublient, c'est tout simplement une protection auditive obligatoire. Je mets bien le plus en rouge et en souligné si j'avais pu. Le casque n'est qu'un moyen de communication avec votre patient. Il ne suffit pas à lui-même pour atténuer de façon suffisante le bruit émis par la machine. Vous avez une atténuation minimale de 30 décibels à respecter. Le produit de contraste gadoliné, il est indirect, ça veut dire qu'il faut l'injecter pour avoir une traduction image. Comme tout médicament ou produit injecté, on aura des risques d'extravasation, d'hypersensibilité. Ce qui est spécifique à l'IRM, c'est la fibrose néphrogénique systémique, qui semble avoir disparu depuis l'introduction exclusive des molécules macrocycliques que vous êtes obligé d'utiliser sur vos centres, en tout cas dans l'Union européenne, évidemment à la dose recommandée que je vous rappelle ici dans le petit passeport sur la page de droite, 0,1 millimol kilo, qu'il faudra rapporter à la concentration du produit ou des produits que vous utilisez sur site. Un autre moyen évident de sécurité, et il est absolument indispensable, c'est de garder un contact visuel et auditif permanent avec votre patient. Visuel, vous avez une petite caméra parfois en salle, vous avez la baie de visualisation. Auditif, la poire d'appel est indispensable, toujours, tout le temps, tout le monde. Ce n'est pas au cas par cas. Un peu comme un douanier, il contrôle tout le monde avec son passeport avant l'entrée dans l'avion. Quelques pistes pour universaliser, pourquoi pas, l'électromagnétoprotection. Contrairement à ce que je dis à mes enfants à l'école, il faut, pourquoi pas, copier ce qui se fait de bien et pourquoi pas copier la radioprotection sur laquelle on n'arrive toujours pas, selon moi, à rattraper le retard. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la radioprotection? Ils ont zoné. Nous aussi, on a zoné. C'est obligatoire dans la CR manuelle et mis à jour l'année dernière. On a copié le code couleur. À droite, c'est vraiment le schéma de mon service que j'ai zoné, étiqueté avec des zones à plus ou moins fort risque potentiel.
L'étiquetage en scanner radio, pardon, c'est assez simple. Vous mettez un logo, attention rayon X, personne n'entre dans la salle, même quand il n'y a pas d'émission de rayon X. À l'IRM, c'est un peu différent. On a beau mettre des pictogrammes partout, sur la porte, un peu partout, déconseillant ou interdisant même l'accès complet, puisqu'il n'y a pas de bruit, les gens rentrent quand même. Évidemment, il ne faut pas les faire rentrer. Pourtant, PCR et PCCEM, donc personnes compétentes en champ électromagnétique, sont deux missions différentes. Je m'en suis rendu compte, j'ai été invité à un congrès pour faire une petite présentation justement sur mon rôle de PCCEM. J'avais fait une petite enquête rapide en disant dans la salle, il y avait exclusivement des PCR. Je leur demandais de savoir s'ils avaient eu la notion et la demande de respecter ces consignes et de les générer dans leur service. La réponse a été oui pour 40% d'entre eux. Et dans ces 40%, 60% n'étaient pas formés, n'avaient reçu aucune formation. On va passer rapidement à la différence, je pense que vous l'avez tous vu. Ma femme est PCR dans le même service que moi. Elle a entre les mains un diplôme que moi je n'ai pas. J'ai été nommé et je ne suis pas diplômé. Ça fera partie d'une des présentations un peu plus tardives. Je ne suis pas handicapé, hein. J'ai un petit truc en plus. Voilà, j'ai pas un petit truc en plus, enfin je crois pas. J'ai en tout cas un gros truc en moins qui me permet de pas forcément être crédible ou en tout cas écouter sur certaines réunions que l'on fait quand on a des événements indésirables. La référence au 7e art, elle était pour vous dire que l'art est universel. Ça, c'est une peinture qui m'a été dédiée par une créatrice française. La sécurité, pour moi, est un art, donc la sécurité se doit d'être universelle. Elle y avait intégré un petit ruban que j'ai dessiné, que j'ai rendu un petit peu public. Pour moi, un visuel vaut plus que 1000 mots. Hein, c'est pas mes paroles, c'est évidemment Confucius. Donc j'avais créé ces petits rubans que j'ai exportés un petit peu partout. Je ne voulant pas générer de bénéfices, j'ai recueilli des dons et je reverserai mardi prochain tous les bénéfices à l'association Petit Prince. Et donc j'ai atteint une somme que j'imaginais même pas. Je suis à 2017,62 €. Exactement. Les 3 messages qui comptent selon moi, il existe 5 sources de danger, elles sont indissociables comme les doigts de la main, il faut les connaître, les appréhender et les éviter évidemment. Il est primordial selon moi d'uniformiser évidemment nos pratiques et donc de parler le même langage, celui de la sécurité en IRM. Quelques petits éléments bibliographiques si vous voulez lire encore plus que ce qu'on vient de voir pendant 12 minutes à peu près. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, d'abord, merci Julien d'avoir respecté le temps. Ouais, vous avez vu, franchement, je dois être à 12 C'est parfait, 04. impeccable. Merci oui, donc pour la présentation. Donc, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un pays qui est plus avancé que nous, qui a des choses qui sont déjà plutôt claires, bien dictées? Est-ce qu'ils ont voilà, une vraie avance? Alors, sincèrement, moi, je croyais que les États-Unis étaient très en avance sur nous. J'ai rencontré quelques membres très avancés là-bas et ils ont l'honnêteté de dire qu'en fait, il se passe des choses dramatiques chez eux aussi. Pardon. L'exemple de cet été est flagrant, mais voilà, le premier accident mortel a eu lieu chez eux. Malheureusement, le dernier accident aussi. Entre deux, il y en a eu beaucoup d'autres, mais il n'y a pas de meilleur pays qu'un autre. Eux considèrent même parfois qu'on fait certaines choses mieux que eux, ne serait-ce que là-bas. On a tous à apprendre. La petite particularité des États-Unis, c'est historiquement, on a un peu de retard tous sur eux. C'est que eux-mêmes, à l'intérieur du même pays, il y a 51 États, il y a 51 règles différentes quasiment. En fait, il m'a envoyé un schéma où il y avait juste à cliquer dessus. Et en fait, dans chaque État, il m'a regroupé les normes de sécurité IRM à l'intérieur de l'État qui sont différentes de l'État voisin, alors que c'est comme chez nous, c'est des départements en quelque sorte. Donc c'est compliqué. Et à l'intérieur même d'un établissement, parfois, ils s'aperçoivent comme chez nous que deux manips n'ont pas forcément la même pratique. Il n'y a rien de plus frustrant de voir un patient venir 2 jours de suite et dire hier, on m'a pas mis les bouchons d'oreille, par exemple. Alors voilà, ça, c'est assez frustrant. Donc essayons d'avoir tous les mêmes pratiques.